défi. Communiste ou communisant. Les contre-vérités. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Élodie, membre de Scopéo, et je vous souhaite la bienvenue sur ce 16e épisode de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir M. Dominique Régnier, politologue émérite, professeur à Sciences Po, travaillant sur les grands enjeux sociétaux, économiques et politiques, pour discuter avec lui de la place des libertés à notre époque. Mais avant tout, je laisse la parole à Dominique Biel, cofondatrice de Scopéo, pour qu'elle puisse poser le décor de cette entrevue. Merci Élodie. Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent et surtout bonjour à vous, Monsieur Dominique Régnier et Léo Major. Bonjour. Bonjour. Vous nous faites le plaisir de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de liberté, plus précisément de la place des libertés de nos jours. En effet, le thème de cet entretien portera sur la question d'un recul ou alors d'une avancée des libertés dans nos régimes dans un contexte de crises successives qui sont souvent susceptibles de les mettre à mal. Mais avant de démarrer l'entrevue, Monsieur Léo Major et Dominique Régnier, je vous laisse vous présenter, vous et votre enquête pour Fondapol intitulée « Liberté, l'épreuve du siècle » pour ceux qui nous écoutent. Liberté, c'est une étude réalisée par la Fondapol, accompagnée d'autres think tanks, IRI, un think tank américain, República da Manhã, un think tank brésilien, Fundación Nuevas Generaciones, un think tank argentin, Community of Democracies, un think tank européen basé à Varsovie, et la Fondation Konrad Adenauer en Allemagne. Donc, nous avons interrogé... et Genron, oui, effectivement. Un think tank japonais, voilà. Donc, ça fait quand même... C'est très massif. On a interrogé plus de 47 000 personnes à travers une cinquantaine de pays. J'ai plus le chiffre exact en tête. Et donc, nous avons posé des questions sur différents thèmes très transversaux, allant de la crainte des grandes puissances telles que la Russie, la Chine ou les États-Unis, ou plus particulièrement sur les libertés ou sur l'Europe. Nous avons adapté les questions aux différents pays de l'enquête. Voilà, c'est bien présenté par Léo Major. Il y a 55 pays et tout a été bien dit. Moi, je ne suis pas encore émérite, parce qu'on est émérite quand on est un ancien professeur. Donc, je suis toujours en activité et j'espère que j'ai des mérites. On est très heureux d'avoir mené cette enquête avec les partenaires que Léo Major a cités. Puisque le projet, on peut quand même dire ça, peut-être ça peut être utile, le projet que nous poursuivons, c'est la troisième enquête, la première portée sur 26 pays, ensuite sur 42, là c'est 55, et l'idée c'est d'arriver à convaincre des partenaires dans le monde entier pour être capable peu à peu de faire tous les 2 ans, peut-être même tous les ans, un état de la démocratie dans le monde avec le plus de pays possible. 55 c'est beaucoup, il y a aussi beaucoup de pays qui n'y sont pas, parce qu'il faut avoir des moyens, et donc on a besoin de convaincre des partenaires. Et si nous pouvions faire dans le futur une enquête annuelle sur 100 pays, par exemple, on serait très, très heureux. Je dirais l'objectif serait atteint. Voilà. Juste pour poser le cadre de Scopéo, nous, on se concentre de manière générale plutôt sur la France. C'est donc le cadre de nos think tanks, donc on va surtout se concentrer sur l'aspect français ou les démocraties, le système démocratique de manière générale, mais c'est vrai que l'entrevue est très complète et il couvre énormément de zones du monde, comme vous l'avez dit. Donc on laissera ceux qui nous écoutent retrouver la situation du reste des pays directement dans l'étude qu'on mettra en barre d'infos sur YouTube. Alors, on va commencer avec la première question. Donc, dès l'introduction de votre enquête, vous dressez le portrait d'une globalisation, bien sûr, fruit du triomphe du régime démocratique sur le communisme, comme absolument profitable au développement et au renforcement des régimes autoritaires. En effet, si la globalisation est un symbole de triomphe, elle n'en est pas l'outil de nos jours. Selon vous, causant dans les pays développés désindustrialisation, métropolisation et autres renforcements des inégalités sociales, la globalisation se placerait aujourd'hui en allié des régimes autoritaires en favorisant leur discours et en fournissant, je cite, de nouveaux moyens d'influencer le monde et de déstabiliser les sociétés libérales. Partant de ce constat, pensez-vous que la survie du modèle démocratique dépend d'un abandon du principe de globalisation ou est-il possible, à force de régulation et de limitation,
de refaire de la globalisation un atout au service de l'idéal démocratique? Bon, c'est une immense question que vous posez, évidemment, hein. Il y a toujours une forme d'orgueil à répondre à une telle question comme ça en quelques mots, mais enfin, c'est l'exercice. La globalisation est pleine de vertus, hein, et notamment, ça c'est documenté, c'est pas notre étude, mais ces travaux le montrent beaucoup, les institutions comme la Banque mondiale et d'autres, des universités, etc., l'ont documenté. Il y a une tendance sur les 30 dernières années à l'enrichissement relatif de pays très pauvres, et donc à une réduction des inégalités entre les grands systèmes géopolitiques. Ça peut avoir pour conséquence d'appauvrir, hélas, des pans de la société à l'intérieur des démocraties ou d'accroître des inégalités, mais il y a un phénomène, malgré tout, d'enrichissement des pays les plus pauvres, même si c'est relatif, et ça, c'est une bonne nouvelle, et il faut que ça se maintienne. Tous les humains ont le droit d'accéder au confort et même à la prospérité. Donc, il ne faut pas, sans doute, imaginer que c'est en remettant en cause l'enrichissement des pays pauvres qu'on y trouverait, nous, quelques sources de bonheur ou de réconfort. Par contre, on est sans doute à la fin d'un premier cycle de globalisation qui, en effet, maintenant profite beaucoup aussi aux régimes autoritaires, vous l'avez dit, qui sont capables d'absorber le capitalisme, d'en prendre toute la puissance, de renforcer leur propre État autoritaire, sans rien céder à la liberté politique, en gardant tout pour la puissance de l'État grâce au capitalisme planétaire. Ça, c'est une première chose qui pose problème, puisque ce sont quand même des régimes menaçants. Et puis ensuite, parce qu'il faut réguler, comme vous l'avez dit, cette globalisation, peser davantage sur certaines de ses forces, et faire en sorte que des éléments aujourd'hui problématiques, par exemple le réchauffement climatique, hein, appellent une régulation, mais aussi les big tech, les GAFAM, qui ont beaucoup de pouvoir et sans vraie contrepartie politique, doivent être régulés. Et d'autres sujets encore, la recherche en biotechnologie est une ressource considérable. Il faut la réguler pour qu'elle ne produise pas n'importe quoi, mais à l'échelle planétaire. Donc, il y a beaucoup de sujets. Je ne ferai pas une liste longue, je serai lassant. Il y a beaucoup de sujets très stratégiques qui montrent que nous avons besoin d'une régulation. Et ça, c'est sans doute l'affaire d'une concertation entre les États. Et sans doute que pour des raisons de valeurs convergentes, d'éthique convergente, les démocraties dans le monde ont la capacité philosophique, morale, peut-être politique aussi, de fédérer un projet qui pèserait davantage sur la marche du monde en termes de régulation, plutôt que d'avoir une régulation qui serait tentée de façon dispersée par chaque pays qui aurait son mot à dire. On va continuer par une citation qu'on retrouve dans votre étude. Je cite donc: « Sans la liberté de débattre et de publier, il ne reste rien du modèle démocratique. Elle conditionne la possibilité, la légitimité, mais aussi l'efficacité. » Énormément de journalistes, mais aussi d'intellectuels, dénoncent aujourd'hui un affaissement de cette liberté de débattre et de publier. Beaucoup pointent du doigt la cancel culture et l'hégémonie de ce qu'on appelle le politiquement correct. Vous semblez partager cette analyse en dénonçant plus loin, je cite, « le déclin de la liberté au sein de l'université ». Ainsi, quelles conséquences de ce manque de liberté pour le modèle démocratique français? Là, je réponds aussi parce que ça renvoie à des préoccupations au sein de la Fondation pour l'innovation politique, mais aussi avec lesquelles, pour ma part, comme universitaire, je me sens en accord. C'est-à-dire qu'il y a au sein des universités, du monde académique, mais aussi maintenant sur les réseaux sociaux et dans les entreprises, il y a une tendance à créer des systèmes de censure et de pression sur les propos que l'on peut avancer, sur ce qu'il est licite d'examiner et ce qui ne l'est pas, sur ce que l'on peut dire et que l'on ne peut plus dire. Bref, c'est le retour d'une forme de système contraignant, voire répressif, par des effets de pression, encore une fois. Ça, c'est le secret de la catastrophe. C'est-à-dire que dans le monde démocratique, d'une part, mais a fortiori au sein du monde académique et universitaire, la règle d'or, c'est la liberté. C'est de pouvoir s'exprimer, faire des hypothèses, argumenter, parvenir à discuter, à convaincre, pas toujours, peut-être même pas souvent, mais peu importe, la possibilité d'exprimer un point de vue, d'examiner un objet de recherche.
Et je complète ma question de Mithil, ma réponse à votre question, par le fait que, typiquement, les inégalités entre les individus, entre les groupes, les inégalités entre les genres, les inégalités entre les personnes selon leurs origines, selon leurs croyances, toutes les formes d'inégalité, toutes les formes de discrimination sont des objets légitimes de discussion, de réflexion au sein du monde en général, dans l'espace public, bien sûr, mais aussi au sein de l'université. Ce sont des objets de recherche. Nous devons pouvoir examiner ces sujets-là sans verser dans une forme d'idéologie politique qui, à la fin, bien, aura raison, c'est-à-dire détruira la liberté universitaire, mais aussi la possibilité de réfléchir de façon objective sur ces inégalités, ces discriminations, c'est-à-dire aussi de les traiter, de répondre. C'est au cœur. Et je termine un dernier argument là-dessus. L'université, en gros, c'est des vieux avec des jeunes. Les vieux, c'est les profs, pour aller vite. Hein. Bon. Et les jeunes, c'est les étudiants. Bon. Les étudiants qui viennent à l'université, c'est les profs de demain, c'est les cadres de demain, c'est les ministres de demain, c'est tout ce qu'on voudra de demain. S'ils ne sont pas socialisés à la liberté intellectuelle, en tant que journalistes plus tard, politiques ou je ne sais quoi, ils ne la feront pas vivre non plus. Et donc, on commence dès maintenant à appauvrir la liberté future si on ne préserve pas au sein des universités la plus grande liberté en matière de discussion, avec des réserves qui sont élémentaires. Il n'y a pas d'incitation à la haine ou à la violence qui soit acceptable. Il n'y a pas de diffamation qui soit acceptable. Il n'y a pas de fausses nouvelles ou de mensonges sur la réalité qui sont acceptables. À part cela, on peut discuter de tout et il faut arriver à convaincre. Alors, dans une optique plus politique, cette cancel culture est très, est traitée, décriée concernant les champs politiques, etc. Et pourtant, malgré la dangerosité de cette cancel culture pour la liberté d'expression, ce sont les camps politiques qui la dénoncent le plus, c'est-à-dire aujourd'hui la droite et l'extrême droite, qui sont largement en force à l'aube des élections présidentielles, comme on le voit particulièrement dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe que quand les politiques qui se plaignent d'être silenciés soient ceux qui ont le plus de succès auprès des citoyens? Alors, dans notre étude, et Léo s'en souvient, on a des questions, je parle bien de la France, on a des questions sur est-ce que vous vous sentez bien représenté par les médias ou par les politiques? Et au niveau des 55 pays, on a une tendance à ne pas se sentir très bien représenté par les médias ou par les politiques. C'est un score assez moyen, c'est plutôt pas bon. Mais alors en France, c'est un record. C'est-à-dire qu'en France, c'est 20 points au-dessus de la moyenne pour dire qu'on ne se sent pas représenté par les médias, on ne se sent pas représenté par les politiques. Il y a un problème spécifiquement français, et je fais le lien avec votre question. Les Français nous disent qu'ils n'ont pas interrogé, nous interrogeons, on ne les a pas tous interrogés, mais l'échantillon, les Français interrogés nous disent qu'on n'a pas le sentiment, quand on écoute les journalistes, quand on écoute les politiques, qu'ils parlent de la vie que l'on mène. Et là, c'est aussi ça une explication, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, quand on offre aux citoyens la possibilité de faire quelque chose, pas simplement de dire quelque chose, mais de faire, par exemple, si on passe du domaine de l'opinion à l'action, du domaine de l'opinion au vote, eh bien là, et qu'on invite tout le monde, et pas un échantillon, mais tout le monde à dire ce qu'il préfère, eh bien là, on s'aperçoit tout d'un coup que, comme vous l'avez dit, eh bien, il y a une espèce de France de droite qui s'exprime, de populisme de droite qui s'exprime avec force, comme s'il y avait une forme de retour de ce qui n'a pas été considéré avec suffisamment de soin et qui peut donner le sentiment à ces électeurs-là, ces citoyens, que le monde tel qu'il est présenté n'est pas celui dans lequel ils vivent. Ça y participe beaucoup quand on voit les débats extrêmement pointus ou idéologiques qui peuvent être liés à de nouveaux enjeux de la discussion au sein du monde universitaire. On a parlé du wokisme. On a souvent le sentiment, dans la plupart des parties de notre société, très largement, qu'il s'agit de discussions énigmatiques, incompréhensibles. Donc c'est une forme aussi
c'est le progrès, c'est la progression, hein, c'est pas au sens du progrès, mais c'est la progression, la maturation d'une crise de la représentation dans sa généralité. Je ne veux pas vous prendre la parole tout le temps, Léo. Hein. J'ajouterais à cela qu'on a remarqué dans l'étude que la France, dans toutes les démocraties, mais en particulier en France, qu'il y avait cette crainte de ne pas pouvoir résoudre les désaccords pacifiquement, qu'il y avait cette crainte d'une augmentation de la violence, de l'impossibilité de se mettre d'accord, de partager quelque chose. Et donc, c'est un sentiment qui est extrêmement présent et ça alimente cette crise de la démocratie, ou c'est peut-être plus la résultante, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a montré. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas que la France qui a cette peur-là, c'est beaucoup de pays dans le monde. Et donc, c'est sur quoi nous, à la Fondation, on a voulu mettre l'emphase. C'est sur cette crainte qu'ont les citoyens sur la démocratie, sur son fonctionnement et sur l'avenir de leur liberté. Je vais rebondir sur ce que vous avez pu dire. En début de semaine, il y a eu le candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, qui est intervenu chez France Inter et qui a bien dit au présentateur qu'il représentait la gauche et que le peuple ne se sentait pas représenté par cette radio. Et du coup, il voulait les privatiser. Est-ce que la privatisation est une solution pour un espace plus libre au niveau de la liberté d'expression? Et ensuite, je vais revenir sur la question du pass sanitaire parce qu'on va rentrer dans les débats présidentiels. Certains candidats aux élections ne sont pas vaccinés et dans certaines émissions de débat, les chaînes de télévision vont demander un pass sanitaire comme il est demandé, pass vaccinal, pardon, excusez-moi, comme il est demandé au public. Est-ce que là aussi, ça rentre dans la problématique de la liberté d'expression et dans tout le champ des candidats qui nous est proposé pour cette élection qui est quand même déterminante? Léo, vous voulez commencer? Sur la question de la privatisation, je ne suis pas sûr que ce soit une solution pour résoudre disons, le manque de représentativité de nos médias. Je suis pas sûr en fait qu'il n'y ait qu'une seule solution, entre guillemets. C'est comme pour la démocratie, on ne peut pas agiter certaines mesures qu'on pourrait qualifier de populistes juste en pensant que ça résoudra le problème. La crise de la démocratie, comme le manque de représentativité dans les médias, sont des solutions extrêmement complexes qui amènent forcément à des solutions complexes et qui ne sont peut-être pas très attrayantes pour le grand public. Donc, je ne pense pas qu'en tout cas, sur cette question de la privatisation, c'est une bonne chose pour la démocratie, pour la pluralité des médias. Et sur la question des libertés par rapport au pass sanitaire dans les émissions politiques. Vaccinal. Pass vaccinal, voilà, justement. Je ne suis pas, enfin, je suis pas sûr également que ça aille à l'encontre de la liberté d'expression. On peut avoir deux interprétations forcément du pass sanitaire et du pass vaccinal. On pourrait comment dire, la première interprétation, peut-être la plus simpliste, ce serait de dire que c'est une entrave à nos libertés, mais une deuxième interprétation qui, moi, me paraît plus logique, entre guillemets, ou à laquelle je souscris plus, c'est de dire que le pass sanitaire nous permet à tous d'avoir plus de liberté et de faire ce qu'on souhaite dans la société. C'est, entre guillemets, un mal pour un bien. Et donc, je ne vois pas, en tout cas, dans ces mesures, un recul de la liberté d'expression dans notre champ politique. Juste en quelques mots, je rejoins beaucoup ce que dit Léo. Sur la privatisation, je suis d'accord avec Léo. La privatisation n'est pas en elle-même une solution. Elle peut être une composante de la solution si on observe un système public médiatique trop important ou si, par sa place sur le marché, il gêne, il peut gêner le développement de médias privés qui, je pense particulièrement à la radio et à la télévision, qui n'auraient plus suffisamment de relais, parce qu'il y a des aspects techniques, de relais pour diffuser leurs propres émissions. Ça peut être un aspect.
Mais on peut arriver à augmenter le pluralisme, la meilleure représentativité, c'était la bonne formule, comment dirais-je, meilleure représentativité de la société par d'autres mécanismes internes à une radio ou à une chaîne de télé. Ça, je crois que c'est vrai, sachant que la privatisation reste une composante possible, encore une fois, mais après, il faut veiller à ce que sur le marché, qui peut produire beaucoup de pluralisme positif, hein, il faut faire attention aussi aux effets de concentration. Donc, c'est des éléments à équilibrer. Et sur le post-vaccinal, c'est une question très délicate, hein, qui est vraiment importante. Ce qui m'étonne, moi, au fond, c'est que les Français, parce il s'agit là de la France, les Français semblent oublier ce qu'ils ont vécu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que on a toujours en France, enfin toujours, il faut remonter à loin pour que personne ne vit encore sous cet ancien régime, personne ne vit plus qui aurait connu cet ancien régime. En France, il y a longtemps que la vaccination est obligatoire et qu'elle ne pose pas de problème. Pas pour le Covid peut-être, mais la vaccination obligatoire, c'est quand même très ancien et personne n'aurait pu dire, moi je ne veux pas me vacciner ni vacciner mes enfants. Donc c'est une espèce de nouveau débat. Je ne dis pas qu'il est vain. L'obligation, elle est liée à la volonté, par un effet de contrainte, et comme souvent en matière vaccinale, par un effet de contrainte, c'est lié à la volonté de restaurer aussi vite que possible toutes nos libertés d'aller et venir, donc en gros de maîtriser la pandémie. Et je trouve difficile d'exiger d'un public le pass vaccinal et d'émanciper de cette obligation ou de libérer de cette obligation ceux qui seraient candidats au motif qu'ils sont candidats. Je trouverais ça injuste au fond. Et on n'a pas dans notre système démocratique, que ce soit la France ou ailleurs, on n'a pas tellement de place pour un mécanisme qui donnerait aux candidats des libertés supplémentaires, en quelque sorte, des privilèges en matière de liberté que la population n'aurait pas, parce que les uns seraient des électeurs simples et les autres des électeurs candidats. Ça me paraît difficile de justifier cette différenciation. Mais excusez-moi de rebondir, mais les députés à l'Assemblée sont exemptés de passe vaccinal. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est une très bonne remarque et ça m'amène à dire que dans une configuration, ça c'est une très bonne remarque parce qu'elle touche un problème très spécifique. Dans notre situation historique présente, la crise sanitaire, qui est une crise, chacun le sait, qui a surgi, dont on ne sait pas l'origine. En tout cas, ceux qui gouvernent n'y sont pour rien, ni même ceux qui sont dans l'opposition. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, d'une ampleur considérable, on le sait, avec un coût gigantesque. Bref, c'est une crise qui, depuis 2 ans, perturbe profondément et menace même le monde, quel qu'il soit, démocratique ou pas. Les gouvernants improvisent dans cette situation-là, inévitablement. On ne savait pas ce que c'était que ce virus. On sait mieux maintenant, mais on ne connaît pas tout. Et donc, c'est une improvisation. Dans les gouvernements en situation d'urgence, si on a affaire à un problème de terrorisme, on a une forme de connaissance antérieurement acquise, etc. Quand on a affaire à un virus qu'on ne connaissait pas, il faut improviser. Et donc, on prend des décisions qui s'efforcent, je suppose, de permettre à l'État d'avoir une certaine efficacité dans la gestion de la pandémie, ce qui peut amener à remettre en cause un certain degré de liberté, à contraindre le confinement, la vaccination obligatoire, et à préserver le système démocratique, notamment le contrôle de l'exécutif par le législatif. Et donc, il peut y avoir des moments où on a le sentiment d'une contradiction comme celle que vous avez soulignée, mais qui peut s'expliquer d'une part parce que c'est exceptionnel et qu'il faut bien... Personne n'a le modèle prêt et qui colle partout à la cohérence. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il s'agit d'une espèce d'exception qui permet aux parlementaires de contrôler le pouvoir exécutif sans être mis en péril par cette question de l'obligation vaccinale, sans être perturbé par l'obligation vaccinale. Donc je dirais qu'il faut admettre le principe de l'exception si elle nous semble justifiée. Si ça ne semble pas justifié, si on dit non, il ne faut pas, on peut soutenir cette thèse-là. Hein. Je ne dis pas qu'elle n'est pas soutenable. Hein. Mais par rapport à la question que vous posez à très juste titre, moi je dirais, eh bien, il faut être en mesure de dire que c'est acceptable
de ne pas être absolument cohérent avec les mécanismes et les principes, parce que la cohérence que l'on recherche, c'est la préservation du système démocratique, c'est-à-dire la capacité qu'ont les parlementaires déjà élus, pas à élire, mais déjà élus, de poursuivre leurs tâches de parlementaires. Ça reviendrait, si vous voulez, encore un mot là-dessus, mais ça reviendrait à destituer des parlementaires du pouvoir que les électeurs leur ont donné au moment de leur élection. Si on dit vous vous vaccinez obligatoirement ou bien vous ne siégez pas, on dirait les députés qui ont été élus en 2017 qui ne veulent pas se vacciner perdent leur pouvoir. C'est une façon, au fond, de destituer un mandat qui a été confié par des électeurs. Donc, tout ça n'est pas simple, c'est de la théorie, c'est du droit public, on touche à des choses extrêmement compliquées, et c'est peut-être une bonne idée d'avoir une demi-mesure et de dire, bon, mais tant pis, là, on va faire une sorte d'exception pour maintenir l'efficacité sans toucher ou sans craindre de toucher une pièce du système qui nous amènerait à des situations plus graves. Le débat que vous venez d'avoir est un débat qui fait rage en France actuellement et qui, on peut l'observer, a pu amener à certaines violences. C'est Léo qui le rappelait tout à l'heure. On constate une montée de la violence inquiétante à l'échelle mondiale. La défiance interpersonnelle augmente notamment au sein des démocraties. Vous notez d'ailleurs que 71% des Français pensent qu'ils n'arriveront plus à résoudre leurs désaccords de manière pacifique. Ils sont d'ailleurs parmi les plus pessimistes sur l'avenir de leur pays et les plus nombreux à penser que les désaccords conduiront à la violence. Cela va plus loin puisque les Français sont 26% à se déclarer favorables à une possession d'une arme à feu pour se défendre, tandis qu'en Europe, 1 personne sur 10 affirme que le recours à la violence, je cite, pour défendre ses opinions politiques peut être justifié. Ces données sont alarmantes et sont illustrées quotidiennement, par exemple lors des manifestations qui se perdent aujourd'hui régulièrement dans la violence. Nous avons pu le voir de manière flagrante lors de l'épisode des Gilets jaunes, que ce soit de la part des citoyens ou de la part des représentants de l'ordre. Tout cela questionne donc la capacité de résilience des régimes démocratiques dans un climat toujours plus tendu. Quelles armes sont à la portée de main du modèle démocratique français pour assurer le maintien d'un climat pacifique, assurant les libertés de chacun aujourd'hui ? Alors, je tendrais à nuancer malgré tout ce constat très pessimiste, parce que nous avons essayé de montrer au cours de l'étude, c'est que certes, il y a une inquiétude effarante, on pourrait presque utiliser ce terme, au sein de la démocratie française et dans les démocraties dans le monde, une montée de la violence, tu l'as très bien dit, mais ce qui ressort, c'est que dans l'immense majorité, pour plus de 90% des sondés, la démocratie est importante. Ils sont attachés à la démocratie, ils sont attachés aux libertés. Donc, il ne faut pas, le tableau n'est pas aussi noir que ça. Ensuite, quelles sont les armes pour résoudre, entre guillemets, ces craintes? Je pense que ça passe en premier lieu par un rétablissement de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Confiance qui a été rompue, on l'a noté dans nos différentes études sur le risque populiste en 2022, que les Français n'ont absolument plus confiance dans leurs députés, dans leurs présidents, dans tous les types d'élus, sauf les maires qui sont un peu épargnés par cette crainte, on pourrait dire ça comme ça. Donc, en premier lieu, ça passerait par là, ça passerait donc par rétablissement de cette confiance, donc peut-être par aussi disons une exemplarité de nos députés au sein de leur exercice du pouvoir. C'est vrai qu'il faut regarder dans le détail pour avoir un tableau composite. Et ensuite, à mon tour, un peu dans l'autre sens, pas du tout dans le sens contraire, mais pour montrer que c'est vraiment d'un bord à l'autre, je vous dirais d'un bord pessimiste à un bord optimiste, en passant de donnée en donnée, qu'on arrive à voir un peu mieux quel est le portrait. La question que je me pose, moi, c'est quand les personnes nous disent, parce qu'elles nous disent massivement, Léo a raison, leur attachement aux libertés et même au gouvernement représentatif, c'est-à-dire des personnes élues pour nous représenter, c'est très largement ce qui emporte le plus de soutien. Il y a un attachement quasiment unanime aux grandes libertés, 90%, 95, 98, enfin des chiffres tout à fait impressionnants. Une interrogation m'est venue à mon esprit. Je me demandais si c'était toujours dans le sens
qu'on peut donner spontanément soi-même, c'est-à-dire l'idée que cette liberté, elle est celle des autres aussi, ou bien si c'est ma liberté, la liberté pour moi que je chéris, éventuellement en laissant moins de place dans cette appréciation, dans ce soutien à la liberté de l'autre. Ce que je dis ça parce qu'on a posé une question qui vous a peut-être interpellé, Domitil et Élodie, je ne sais pas, mais on a posé une question sur est-ce qu'il faut laisser le droit de vote à tout le monde ou est-ce qu'il faut le réserver à ceux qui savent, en gros, de quoi ils parlent, hein, pour aller vite. Hein. Et quand même, 48% des répondants nous disent qu'il faut réserver le droit de vote aux gens qui savent de quoi ils parlent, et 52% dans vos générations, les moins de 35 ans, largement moins que 35 ans, mais dans vos générations, 52%, c'est majoritaire. On avait déjà observé cela dans le passé, cet écart-là, enfin dans un passé récent, en 2018. Et moi, je me suis interrogé là-dessus. Je me disais, au fond, quand on dit il faudrait réserver le droit de vote, oui, je pense qu'il faudrait réserver le droit de vote à ceux qui savent. Si je dis ça, moi, je pense que je me mets dans le groupe de ceux qui savent. Et donc, j'y vois, le plus souvent, je pense que c'est ça le schéma. Je ne m'exclus pas, j'exclus l'autre. Donc, j'y vois l'expression, possiblement, d'une tendance qu'on mesure par ailleurs, celle qui a déjà été évoquée par Léo tout à l'heure, hein, sur la difficulté ou la crainte que nous avons de ne plus pouvoir résoudre pacifiquement nos conflits, comme si on avait le sentiment qu'il faut faire taire les autres, en quelque sorte. Et je ne suis pas encore tout à fait sûr que l'attachement puissant à la liberté qu'on mesure, qui doit être assez largement quand même un vrai attachement à la liberté, ne soit pas pour partie un attachement à sa propre liberté avec moins de considération pour celle des autres. Oui, en quelque sorte, ça serait aussi un peu confirmé par exemple, par les chiffres que nous avons vus sur le port d'armes, Voilà. où on voit que ils sont, les sondés sont interrogés, sont attachés, excusez-moi, au port d'armes, donc à leur liberté, mais c'est entre guillemets une liberté pour soi et non pas pour les autres. Donc c'est sûr, c'est un biais qu'on ne peut pas entre guillemets voir quand on a ces chiffres. C'est un biais qu'on ne pourra jamais résoudre. Peut-être que si on les pose différemment dans un futur proche, peut-être qu'on pourra voir. Mais c'est vrai qu'il y a cette limite-là. Et effectivement, je pense que vous avez raison sur le fait que cette liberté, cet attachement aux libertés, c'est une liberté individuelle plus qu'une liberté collective. Voilà, un patrimoine commun. Merci. Alors, pour la dernière question, on va plutôt se diriger vers la crise écologique. Donc, vous traitez aussi de cette question-là dans votre rapport, en considérant que les démocraties sont les plus à même d'y faire face et se montrent plus volontaires. Cependant, lutter contre le réchauffement climatique implique souvent d'interdire, donc de réduire des libertés. On se souvient notamment comment a débuté la crise des Gilets jaunes en France avec l'augmentation du prix de l'essence. Il s'agit donc d'un défi délicat. Vous écrivez vous-même, je cite, « Mal conduite, dogmatique, autoritaire, la lutte contre le réchauffement climatique contribuera à fragiliser le régime démocratique et le soutien de la société, en particulier celui des catégories populaires et des classes moyennes. Comment ainsi préserver les libertés de chacun tout en réduisant les comportements peu écologiques, surtout lorsqu'on voit en période électorale certains candidats, je pense notamment aux jeunesses de La République En Marche, qui ont écrit, voire d'autres candidats, d'autres groupes politiques, sur l'éventualité d'un pass écologique. Maintenant, on parle peut-être beaucoup de pass, mais c'est un sujet qui est rentré dans nos vies, alors qu'il y a 2 ans, on n'y aurait jamais cru, jamais y pensé. Donc, voilà. Je dirais que le défi écologique, parce que la résolution du réchauffement climatique, elle est entre guillemets très paradoxale, parce que elle est portée par des mouvements démocratiques, par des partis démocratiques très attachés à la démocratie, mais résoudre cette crise, c'est presque antidémocratique. Il faut priver les citoyens de certaines libertés et il faut ça va complètement à l'encontre certaines fois de ce qu'est la démocratie. Donc, est-ce qu'il y a une voie médiane
entre préservation des libertés et lutte contre le réchauffement climatique, sûrement. Mais en tous les cas, pour l'instant, elle n'a pas été, je pense, trouvée par nos dirigeants. Oui, moi j'étais sensible à l'énoncé de la question. Je rejoins aussi Léo sur ces éléments de réponse. On peut peut-être préciser pour les personnes qui écoutent cet échange que la démocratie est plus performante pour résoudre la crise climatique ou environnementale parce que la préoccupation publique pour l'enjeu environnemental se transforme en pression sur les politiques. Et dans le système démocratique, par définition, les gouvernants sont sensibles à la pression des électeurs. Dans un système autoritaire, non. Non pas qu'ils soient insensibles absolument, on sait que ce n'est pas vrai même en Chine, mais enfin, il est certain que les régimes démocratiques sont plus sensibles aux demandes collectives que les régimes autoritaires. Donc c'est en ce sens. Bon, et puis on a dans les régimes démocratiques un niveau de liberté dans l'expression qui est aussi présent dans l'expertise, où des individus, des groupes, des laboratoires, des partis, des syndicats, des associations, des universitaires, des journalistes, des veilleurs, voilà, des lanceurs d'alerte. Enfin, il y a tout un monde qui peut observer, dénoncer, lancer des alertes en tout genre. Donc, on est beaucoup plus préservé, je dirais, du silence, de la chape de plomb qu'on trouvera dans d'autres régimes politiques. Mais par contre, et la référence aux Gilets jaunes me paraît excellente, par contre, sans considération sur l'aspect purement écologique, si la méthode pour faire de l'écologie en France, c'est la pression fiscale et l'interdiction réglementaire, je pense qu'on peut au moins dire, je ne dis pas que c'est la mauvaise méthode, il faut la juger par ses résultats, pas par ses intentions seulement, mais je pense qu'on peut dire que le risque est élevé d'obtenir sur le plan politique une situation probablement intenable, moi je dirais au fond. Hein. Parce que ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre les objectifs qui ont été fixés est si rigoureux, si rude, dans des sociétés, les nôtres, qui sont habituées depuis maintenant 70-75 ans à une progression continue de leur confort matériel, de leur niveau de vie. C'est un changement, un retournement culturel qui, de mon point de vue, n'est pas réaliste, ne se produira pas et débouchera plutôt sur ces grands mouvements qu'on voit en ce moment, comme au Canada, on en parle beaucoup, mais qu'on a vu aussi en Australie, qu'on a vu en France avec les Gilets jaunes, qu'on verra sous d'autres formes, qui risqueraient là, pour le coup, de donner beaucoup de force au mouvement populiste dont on parlait au début. C'est-à-dire que là, vous devenez le chef de file de ceux qui refusent le pass consommation. Il y a même des projets dans les pays scandinaves qui sont pensés aussi en France, je ne dis pas par les gouvernants, hein, que les personnes ont à l'esprit, d'une carte de crédit qui prend en compte, ça c'est une réalité, l'empreinte carbone de vos achats et qui peut même bloquer vos achats à partir du moment où vous dépassez l'empreinte carbone qui vous a été allouée. Ça, on introduit ça dans le système par exemple, français. Bon, comme on sait que l'empreinte carbone, elle est fonction de son pouvoir d'achat, parce que bon, plus on consomme, plus on a une empreinte carbone, mais encore plus à l'intérieur de cela, plus on est d'un milieu social modeste, le type de consommation qu'on va avoir est plus carboné que dans un milieu social plus riche, plus aisé, où on peut acheter décarboné en quelque sorte, parce que c'est plus cher. Donc, bref, on va avoir des situations extrêmement compliquées à arbitrer, et je ne vois pas comment ça pourrait conduire à autre chose qu'à une forme de crise majeure. Je ne vais pas dire que j'ai la solution, parce que je ne l'ai pas, mais il y a une piste à voir quand même, qui est une écologie de croissance, une écologie d'innovation, où la décarbonation de l'économie fait la croissance, où le fait de tout démonter, parce que ça carbone, pour remonter dans une économie qui ne carbone plus, voire qui décarbone, ou qui, par exemple, comme on le voit aujourd'hui, ça commence à s'esquisser, est capable de faire des plastiques qui envahissent nos océans, une matière première. Vous avez peut-être vu que le New York Times a fait un article sur le Sénégal qui fait maintenant du plastique qui arrive sur les plages comme une catastrophe, en fait maintenant une matière première et la ramasse, et la traite, et la recycle, et en tire des ressources.
c'est quelque chose, je pense, qui indique une voie, un horizon pour refaire ce qui a été mal fait, créer de la richesse, de l'emploi, de l'innovation, des brevets, de la satisfaction, et donc réinventer au fond un style de vie plus en harmonie avec les contraintes naturelles, mais qui ne cède pas sur le besoin que nous avons tous les uns les autres de vivre mieux ou de penser que nos enfants vivront mieux que nous avons vécu. Merci beaucoup pour cette note d'espoir et de positivité. Nous allons conclure ici l'entrevue. Donc, j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à lire, à aller voir l'étude que vous avez faite qui recense à la fois énormément de sondages extrêmement intéressants et parfois surprenants, comme on a pu en relever certains, et aussi une analyse très fine donc, de ces sondages et d'un certain nombre de phénomènes, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger, comme vous l'avez très bien souligné. Et j'invite également ceux qui nous écoutent, évidemment, à s'abonner à Scopeo pour être au courant de la sortie de nos prochains épisodes de l'entrevue politique. Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions. C'était extrêmement intéressant. Merci à vous. Merci à Scopeo pour cet entretien. Merci beaucoup, Domitil. Merci beaucoup, Élodie. Vraiment, c'était passionnant. Et puis, je remercie Léo, mais que je vois plus souvent. Merci à vous, Dominique. Merci à vous, Domiti et Élodie. C'est très intéressant.